Comme dans les Amériques. Que vous nous avez parlé de la photo, mais vous auriez pu dire la même chose sur la photographie documentaire, peut-être en Tchéquie, je sais pas moi, en Colombie ou bien non, aussi comme en le Suède. disait Jean, la photographie documentaire est américaine. Voilà. Alors, la photographie ayant été est états-unienne. états-unienne. En sortant du patriotisme traditionnel contre lequel tout le monde a rué depuis si longtemps, est-ce que cette question, on peut encore la poser? Est-ce que les artistes se la posent? Et comment l'avez-vous posée aussi dans le numéro spécial? Et pourquoi n'avez-vous pas voulu la traiter aujourd'hui tous les deux? Alors, je sais pas, est-ce que je peux essayer de répondre? Enfin, il me semble que j'avais en partie essayé d'y répondre. Mais alors, je vais peut-être dire une bêtise. Je pense qu'il y a peut-être une spécificité sud-américaine, beaucoup plus que nord-américaine, dans la mesure où la photographie nord-américaine a envahi le monde, d'une certaine façon. Donc, nous sommes tous américains. Je vais le faire comme Régis Debray, là. Alors qu'il y a peut-être plus de différences, non, avec l'Amérique du Sud, qui continue à avoir des pratiques, encore que l'Amérique du Sud soit aussi, regarde beaucoup vers l'Amérique du Nord, les artistes. La question, c'est dans le document, c'est plus une conception qu'une réalité photographique, parce que la réalité photographique, elle est plurielle, vaste, et du moment. C'est pour ça que je parlais d'archives et d'histoire, mais en fait, le style documentaire et l'histoire de la photographie sont états-uniens, mais la pratique, non. La pratique est diverse et variée. C'est juste, je n'arrive pas à retrouver le nom de ce critique qui gravitait autour de la revue October et qui a lapidé les diverses tentatives du MoMA pour créer l'histoire de la photographie. C'est dans le sillage de ces coups-là. Et quand ils ont commencé à massacrer le concept d'une histoire de la photographie faite par le MoMA, en disant mais ah oui, c'est nul votre truc, c'est votre histoire, c'est vous qui l'imposez à tout le monde, et puis c'est un scandale. Et bah c'est un peu, on en est là aujourd'hui, dès que les gens commencent à constituer des collections et à créer une mémoire photographique, on se rend compte d'une que la question du documentaire peut se poser dès le 19e siècle. Qu'est-ce qu'un rapport au réel photographique? Tout un tas de questions que Louis Hine et d'autres praticiens de l'exercice ont instituées comme étant une norme, ont autant de réponses et de manières de se formuler que de pratiques photographiques. Est-ce qu'il y a une spécificité américaine? Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité latino-américaine, mais il y a une spécificité du produit photographique documentaire latino-américain. C'est pour ça que j'étais un peu cruelle en disant que quand on pense photographie latino-américaine, on pense aux Indiens d'Amazonie et aux mineurs du Potosi. Mais en gros, est-ce que vous... Je ne sais pas s'il y a des grands spécialistes de la photo ici, mais en général, c'est à ça qu'on pense. C'est photoquai, c'est les accrochages autour du Luxembourg, c'est une certaine pensée, on s'imagine, c'est ça. Non. Moi, effectivement, j'ai des obsessions très liées au monde de l'utilisation plastique, de tout ça, mais il y aurait peut-être une spécificité dans le fait que la photographie a servi de résistance en Amérique latine, beaucoup, que les mouvements artistico-politisés des années des grandes dictatures ont énormément travaillé l'archive, l'obsession archivistique. J'ai en tête un mouvement argentin, Tucumán Arde. C'est vraiment essentiel parce que c'est l'image pauvre et c'est celle qui circule le mieux. Donc, c'est aussi une manière d'échapper au contrôle. Bon, il y a énormément de choses à raconter là-dessus, mais peut-être que le contexte politique de la deuxième moitié du XXe siècle fait qu'il y a une spécificité photographique. On pourrait imaginer une spécificité photographique. Je sais pas. S'il y avait une spécificité nord-américaine, si on cherche, elle serait peut-être dans... alors, une fois de plus, c'est difficile de dire que c'est l'Amérique qui... Enfin, excusez-moi, chaque fois, ma langue fourche, je dis l'Amérique. Je suis désolé. L'Amérique du Nord, les États-Unis ont peut-être pas inventé, mais on pratiquait le survey, la photographie expéditionnaire d'une manière plus peut-être précoce et poussée, systématique, on pourrait le dire, puisque dans l'histoire de la photographie, on a, c'est vrai, ces grandes, aussi pour des questions économiques, hein, voilà.
Et puis, c'est, voilà, par ailleurs, c'est aussi un des premiers pays du monde où on a institutionnalisé l'enseignement de la photographie. Dans l'après-guerre, surtout, et à partir des années 60 de manière très nette. Donc l'enseignement de la photographie et de l'histoire de la photographie fait qu'il faut, pour enseigner, il faut avoir du matériau pour enseigner. Une fois qu'on sait se servir d'un appareil, oui, il faut, bon, allez, on va raconter l'histoire de la photographie. Donc les historiens de la photographie, les premiers historiens de la photographie sont presque naturellement, inventent l'histoire de la photographie à partir des États-Unis. Voilà, on pourrait le dire, mais à part ça, je ne sais pas. Le conte a beaucoup changé. Hein, mais non, mais je parle... Le départ du récit, oui. Le départ du récit. Hein. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, les choses, on peut pas employer. C'est très difficile de parler d'une nationale... Enfin, de le regarder nationalement. Hein. Voilà. Donc, c'est continentalement aussi. Continentalement aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont à la recherche du sujet, comme vous le disiez, qui exercent dans ce domaine-là, c'est plus une question d'accès à la diffusion qui se pose que à la nationalité de la personne. Et donc, du coup, la photographie ne peut pas être séparée de la structure économique, beaucoup plus que n'importe quelle autre forme plastique. Et donc, les plus riches sont aussi souvent ceux que l'on représente le plus. Après, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'une green card pour exercer aux États-Unis. Aujourd'hui, oui, donc je n'ai rien dit. Mais l'américanité d'un certain nombre de photographes, ils sont pour beaucoup de très grands noms, ils viennent des quatre coins du monde, ils exercent là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a les éditeurs, qu'il y a encore, et en Europe encore un tout petit peu, mais c'est surtout une question d'opportunité éditoriale états-unienne. Alors, s'il n'y a pas de réaction immédiate à ces questions-là, moi, j'aimerais aussi interroger la question de l'inquiétude. Cette inquiétude mondiale, est-ce qu'elle n'est pas mondiale dans la photographie et est-ce qu'elle est propre à la photographie documentaire? Moi, je la retrouve dans l'art contemporain complètement, qui lui-même, de toute façon, a énormément généralisé les principes du document, de l'archive. Donc, finalement, on va s'effondrer les frontières entre les genres, ce que vous constatez aussi, j'imagine, et que dont vous tenez compte dans les expositions. Et est-ce que là-dedans, la photographie comme regard sur le monde joue quelque chose dans cette inquiétude? Et comment est-ce qu'elle la négocie? Moi j'ai une réponse à ça, mais une réponse justement du positionnement, par rapport même au positionnement que j'ai essayé d'avoir là, qui n'est pas forcément d'ailleurs un avis personnel. Hein. Après, on aime des choses différentes, mais à titre personnel. Mais je pensais aussi à cette évolution du documentaire, qui est que, au fond, la photo documentaire, elle se veut quand même populaire. Elle veut quand même être, me semble-t-il, ce qui veut la caractériser, c'est d'avoir un public, être populaire, c'est-à-dire toucher les gens, enfin, hein, voilà, atteindre les gens. Et de ce point de vue-là, il y a eu toute une déconstruction qui a été faite, et on le sait très bien, et on peut en discuter, du contrôle par la photo, etc. Et tout ça est très bien expliqué, le texte de Martha Rosler travaille ces questions-là, mais on a beaucoup parlé du contrôle social, enfin toute la critique des années 70. Moi j'ai grandi dans cette critique des années 70 et toute la bande d'October justement qui voyait dans toute cette photographie sociale un contrôle social en fait, oui, on a beaucoup critiqué quelqu'un comme Salgado, par exemple, mais les gens, c'est quand même, les gens connaissent Salgado. Pardon ? Les gens font la queue à la MEP pour Salgado. Oui, enfin, partout. Ils font la queue partout pour voir Salgado. Ils ont peut-être des livres de Salgado, ils le connaissent. Bon. On a beaucoup critiqué aussi, alors c'est une photographie documentaire d'un style un peu particulier, mais Ansel Adams est le plus grand photographe américain, le plus connu, etc.
Alors après, on peut discuter, enfin, analyser, mettre tout ça en perspective, dire Salgado, etc. J'ai moi-même écrit un truc pas toujours très sympa sur lui, mais ben oui, mais c'est un photographe populaire. Mais encore une fois, il est populaire lui, mais combien sont anonymes? Et c'est toujours, en fait, moi en vous écoutant, je réfléchissais quand vous parliez du fait que ça se vend pas bien, la photographie documentaire. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est au contraire, aujourd'hui, il y a une artialisation de la photographie documentaire. Vous allez dans n'importe quelle foire de photos plasticiennes, si on peut l'appeler comme ça, Oui. et qu'est-ce qui se vend? C'est de la photo comme ça. Je pensais notamment, il y a quelqu'un qui, moi, me perturbe beaucoup, qui est suisse, Matthias Brugmann, qui vient d'avoir une exposition au musée de l'Élysée à Lausanne. C'est un très bon photographe, parce que souvent, ce qui se passe dans la photographie de style documentaire ou de la photographie documentaire, c'est que c'est moche. C'est fait un peu à la va comme je te pousse, les cadrages ne sont pas très réfléchis, dans l'idée que c'est de la série, que c'est du récit, c'est ce qui doit être puissant, c'est l'engagement. Et donc le résultat, bon, ça c'était un peu le parti pris documentaire d'une certaine époque, c'était un peu ça, c'était pas forcément regardable parce que c'était trop en direct. Maintenant il y a vraiment une esthétisation de tout ça qui fait que ça monte sur les cimaises des galeries, il y a de plus en plus d'expositions, ça va avec la crise du photojournalisme, ça monte, un autre style monte, mais c'est très perturbant de voir qu'aujourd'hui, si vous voulez être montré à Arles, il faut faire du docu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la question pour moi, c'est ça, c'est l'inquiétude. Oui, elle est un peu partout, l'art contemporain, mais j'ai l'impression que le paradigme de l'art contemporain est en train de changer sous la pression de ce paradigme documentaire qui est en train de se déguiser pour passer dans le marché, se déguiser. Ou le marché l'a transformé pour que ce soit le seul produit à vendre. Moi, ça me frappe. À chaque fois que je vais voir des foires, des expos, je suis là, je me dis, oh, encore. Oui, l'exemple type que je ne l'ai pas montré, j'avais quelques slides. L'exemple type, c'est le photographe de Magnum, Alex South, qui a complètement basculé, voilà, qui est partout et qui a complètement basculé là-dedans. Donc ça, c'est un exemple type. Oui, je suis d'accord. Exemple toujours de chez Magnum, Susan Meiselas, qui essaye de résister. Qui se fait manger quand même. C'est très impressionnant de voir à quel point toute cette photographie qui, en principe, avait pour véhicule le livre, qui, en principe, avait pour véhicule l'exposition, mais d'une certaine manière, est en train de basculer dans le white cube, dans la galerie, dans les grands chiffres, dans les grands noms, la starification. Puisqu'on parle de Susan Meiselas, bon, j'ai pas cité, mais ça fait partie de ces gens qui sont dans le retour sur les sujets, qui renvoient les images au sujet. Par exemple, son travail sur le Nicaragua, qui l'a fait connaître et qui l'a rendu extrêmement célèbre. Bon, récemment, elle est allée réexposer dans les lieux où elle a fait les photos. Elle a gardé des contacts permanents avec les gens de Nicaragua. Elle a fait la même chose au Kurdistan, où elle a aidé les Kurdes à construire leurs albums, à sauver leurs archives, à sauver leurs photographies, à construire une espèce d'archives de photos du Kurdistan. Et c'est quelqu'un qui est très attaché. Elle s'occupe de la Fondation Magnum. C'est quelqu'un qui fait de la formation en permanence de jeunes photographes non américains venant de toute une série de pays où c'est quand même un peu difficile d'être photojournaliste. Donc c'est vraiment aussi le contre-exemple. Enfin, et à la fois l'exemple du retour. Mais South, qui est l'autre exemple, c'est bon, très bien. Enfin, je veux dire, lui, c'est vraiment l'homme des galeries. Enfin, je veux dire. Mais pour reprendre cette question de l'inquiétude, il y a peut-être une spécificité dans l'approche photographique, quelle qu'elle soit, de la question de l'inquiétude et de s'inquiéter soi-même aussi. Mais là, c'est un bon exemple. Elle a fait une expo il y a une dizaine d'années à Princeton, The Life of an Image, toujours sur, vous avez en tête Molotov Man, la photographie du Nicaragua de Meiselas. C'est un jeune homme en train de jeter un cocktail Molotov. Il porte la casquette du Che Guevara en quelque sorte. Et il a sa croix, et il y a d'autres copains qui sont là, il y a un tank en arrière-plan, et puis lui, il est en train de jeter. C'est une icône du photojournalisme, de la photographie documentaire, et elle est revenue, mais une icône qui est devenue une icône très bizarre, qui a été utilisée par les sandinistes comme emblème de la révolution contre Somoza,
qui a été utilisé par les Contras, qui a été utilisé par la propagande anti-sandiniste américaine pour récolter des fonds, pour financer les campagnes anti-guerrilleros en Amérique centrale, qui est devenu un emblème sur des boîtes d'allumettes. C'est un truc dingue. Mais Cela elle-même n'est absolument pas dupe de tout ça, parce qu'elle n'en avait pas fait une icône. Il y avait d'autres images qui ont été envoyées à New York pour publication. Mais le travail éditorial, le travail de direction artistique a fait que c'était devenu ça et que ça a pris, comme le portrait de Che Guevara en casquette qui est devenu un mug et des t-shirts. Et elle en est très consciente, elle est revenue dessus, elle a fait son exposition sur le fait qu'une photo c'est dans une série, sur qu'est-ce qui s'est passé, sur à quel moment. Elle déconstruit le mécanisme de la vie de sa propre image qui ne lui appartient presque plus, même si elle a quand même porté plainte contre cette peintre qui a fait un tableau à partir de Molotov Man. Elle lui a réclamé des droits quand même. Donc il y a eu une attitude un peu ambiguë, mais en général les photographes ont tendance à avoir un œil un peu plus acéré sur ce que c'est que l'effet d'une image, tout simplement parce qu'ils sont pris encore une fois dans un réseau économique et dans un système dans lequel leurs images partent. Si je peux ajouter un détail, la différence entre Suzanne Mezelas, qui appartient à une agence qui contrôle les droits, elle est auteur, qui est le photographe de, comment est-ce qu'il s'appelle, Che Guevara, qui ne savait même pas que sa photo allait être utilisée et qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec tous les journaux avec cette photo parce qu'il était dans une agence filaire. C'est toute la différence des agences filaires AFP, Reuters, Associated Press. Je veux dire, vous êtes salarié et vous ne possédez pas vos photos. C'est la question de l'auteur et du document aussi. L'argent est Parlons-en. toujours maître du mot pour tout. Mais je dirais que lorsqu'il y a iconisation d'une image, l'image sort presque du documentaire, enfin, n'est plus dans le documentaire. Moi, là, je crois que fondamentalement, quand on a une seule image comme ça qui sort, alors ça arrive, on connaît des icônes de photojournalisme, mais ce ne sont plus des images documentaires en fait, puisqu'elles échappent à ce qui fait le documentaire, qui est quand même cet ancrage, me semble-t-il, dans une réalité, et un ancrage profond dans une réalité. La preuve, ça devient des objets qui circulent comme My Grandmother, comme le Che, comme donc l'homme au cocktail Molotov, comme la petite fille au napalm, comme voilà. D'ailleurs. Vous avez une question ? Oui. Je ne sais pas si les artistes que vous avez présentés comme Eugenio Dittborn ou Johanna Caillé, ils sont, à différence des autres photographes d'avant-garde qui accompagnaient effectivement des anthropologues ou des ethnographes, les cas de Tina Modotti ou les cas de Weston, qui ils accompagnaient les anthropologues dans leur démarche. Si ces artistes ont eu une démarche pareille de plutôt d'accompagner les chercheurs, les anthropologues dans leur travail, n'est pas à l'inverse. Ils seraient des anthropologues, avec le privatif devant anthropologue. Dittborn, par exemple, est particulièrement obsédé par les portraits ethnographiques, ethnologiques du 19e siècle, qui créent quasiment le portrait criminel de l'indigène. Et donc, il travaille à détricoter toutes ces images-là. Caillé, elle, c'est plutôt sur l'image de la pauvreté qu'elle va travailler en démontant. Donc, il y a un discours sociologique, anthropologique, mais à l'envers. Il préexiste et eux, ils le reprennent pour essayer de démonter les images qui se sont construites auparavant. C'est un peu rapide de le dire comme ça, parce que ce sont des pratiques complexes qu'on ne peut pas réduire si vite, mais oui, c'est du post, en fait. Vous avez marqué le saut du truc, c'est du post. Post-anthropologique, post-sociologique. Non, ils ne travaillent pas avec des collectifs, mais ils sont très impliqués quand même. Est-ce que ça répond à votre question? Quel est le dialogue entre les photographes documentaires du Sud et ceux du Nord ?
dans les Amériques. Et à partir de quand est-ce qu'on peut le voir surgir, ce dialogue? Aujourd'hui, en tout cas, les gens circulent et fréquentent les mêmes agences quand ils ont la chance d'en être, publient dans les mêmes réseaux et montrent dans les mêmes foires. Mais les marchés de l'image restent très nationaux encore, très très nationaux. Et il sera plus aisé pour un Mexicain de percer dans le marché états-unien que pour un Chilien ou un Argentin, qui aura plus tendance à se tourner vers l'Europe et vers Paris, où il aura plus de chances d'être vu. Après, c'est des réseaux. Je pense. Oui, non, mais moi, il me semble très que pragmatique à tout ça. Oui. Moi, je crois qu'effectivement, on est entré dans ce type d'échanges qui sont très profondément liés au circuit économique. Et de ce point de vue-là, je pense que il y a des liens entre il y a des liens intra-américains qui sont simplement des liens économiques, mais sans avoir vraiment d'éléments très très précis. Mais je dirais que l'Amérique du Nord existe, c'est-à-dire que les Canadiens et les Mexicains, surtout les Canadiens, par exemple, j'ai cité 2 Canadiens qui sont complètement pris dans le circuit états-unien, mexicain aussi, mais aussi pour des raisons de libre-échange, beaucoup plus proximité. Mais peut-être que plus on va vers le cône sud, plus l'attraction européenne existe. C'est possible. J'ai pas d'éléments, mais voilà, ça c'est extrêmement clair. Ma question est portée plutôt sur le dialogue créatif. Dialogue créatif. Ouais. Après, dans un monde de diffusion de l'image aussi, World Press Photo, ça existe. Je sais que le photojournalisme n'est pas exactement le documentaire, mais quand même, il y a une aisance de circulation visuelle qui n'existait peut-être pas il y a 150 ans. Donc on est tous abreuvés dans le même univers visuel assez, qui va très vite. Et quand est-ce que ça peut avoir commencé? Quand est-ce que les artistes d'Amérique du Nord ont pris conscience des images produites en Amérique du Sud et réciproquement? J'aurais voulu juste donner une date. C'est l'arrivée de Weston à Mexico, qui est vraiment remarquée parce que, par exemple, il fait une exposition et le président de la République mexicaine va visiter l'exposition. Donc ça montre l'écho qu'a eu cet artiste en arrivant à Mexico. Et en fait, c'est lui qui, par son arrivée sur place, fait naître la photographie mexicaine contemporaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe de la photographie folklorique, qui avait des canons plutôt européens qui venaient de l'Allemagne, par Hugo Brehm ou Kahlo, par exemple, le père de Frida, à une photographie influencée par la street photography et qui va être extrêmement féconde au Mexique même, Tina Modotti, Álvarez Bravo et autres, et va vraiment déclencher toute une école mexicaine en l'occurrence. Et des dizaines d'années après, il y a un autre moment que je voudrais citer, c'est dans les années 70, toujours à Mexico, le premier colloque et rencontre de photographie latino-américaine, où là il y a une conscience continentale latino qui surgit au niveau de la photo, non sans lien d'ailleurs avec la conscience politique de résistance qui a été mentionnée tout à l'heure, à un moment où le Mexique accueille beaucoup de réfugiés politiques, intellectuels, mais aussi artistes de l'ensemble du sous-continent. Voilà deux moments historiques importants pour le dialogue avec les États-Unis. Bon, évidemment, il y a le marché. Je ne sais pas si on a d'autres exemples que l'exemple fondateur que j'ai cité tout à l'heure dans les années 20, de contacts comme ça extrêmement violents et féconds. Mais dans cette question de la circulation, c'est vrai que c'est la femme de musée qui parle, mais
c'est rageant de voir tout le travail qu'il y a à faire dans quasiment tout le continent, hormis le Canada et les États-Unis. Au Mexique, ça se structure, heureusement, mais il y a tellement à faire, dans tellement d'archives. C'est un peu la situation dans laquelle se trouve le Moyen-Orient aussi, photographiquement parlant. C'est, pour ne pas parler de l'Afrique subsaharienne, mais il y a tellement à faire pour construire l'histoire locale de la photographie, dans la collecte, dans la compréhension de ce monde, dans la compréhension de la circulation des images, juste en sauvant ce qu'il y a, parce que le patrimoine est là. Le problème, c'est qu'il faut des sous pour s'en occuper. Et que la tâche est parfois un peu effrayante. Mais bon, peut-être que dans pas si longtemps, on verra surgir une initiative comme la Arab Foundation, la Photographic Arab Foundation, qui est en train de faire un boulot monstrueux. Peut-être que ça arrivera dans pas si longtemps, je ne sais pas, une initiative transaméricaine. À Mexico, il y a quand même la fondation Televisa qui s'est spécialisée depuis quelques années ou dizaines d'années sur la photo, le patrimoine photographique national, mais aussi probablement latino-américain. Donc ça c'est un élément privé de mécénat vraiment structurant, je pense. Oui, puis pour les fondés, par exemple, je ne sais pas si c'est sa fille, mais Antoine de Galzer avec la Maison Rouge, sa fille, a ouvert une association qui ne s'occupe que de photographie latino-américaine. Dans les festivals, vous avez toujours des invités sud-américains. Oui, non, mais moi je pense à des vieilleries. Je pense vraiment aux vieilleries du 19e siècle, aux plaques de verre à Santiago de Chile, par exemple. Il y avait une initiative de numérisation de plaques de verre, de photographie d'histoire de la ville. Un truc tout bête, pas sexy, pas montrable, mais c'est l'histoire de la photo, c'est ça. Le livre qui est sorti l'année dernière sur Hercule Florence, ce pionnier de la photographie brésilien, qui aurait inventé la photographie. Qui aurait inventé la photographie. Attention, c'est un travail qui a mis 15 ans à être publié. Parce que bon, je ne connais pas bien le terrain, mais je me dis, je suis sûre qu'il suffit de tirer, de se retrousser les manches pour avoir, au-delà de cette actualité, parce que là, c'est vrai que là, il y a de plus en plus de communication et peut-être de plus en plus de noms qui sonnent de ce côté-là, mais l'histoire est là et il faut la faire. C'est chiant, c'est très lourd, mais il faut le faire. Et ça peut être un trésor absolu pour des générations entières. Mais c'est cher. Une question au fond? C'était pour continuer sur le sujet. En Amérique latine, il y a beaucoup d'initiatives liées à des centres universitaires et des centres de recherche qui existent, et notamment autour de la récolte et de la sauvegarde de ce genre de patrimoine photographique. En Argentine, ça peut être à l'échelle provinciale, comme Tucumán qui s'en occupe. Au Chili, pour Santiago, il y a énormément, dans des centres d'archives universitaires, le Cenfoto, etc., énormément d'images anciennes de la ville, et pas seulement de Santiago, mais de villes ailleurs au Chili. Et au Brésil, il y a aussi énormément de choses qui sont faites à l'échelle locale et dans des centres universitaires, notamment pour les portraits du 19e siècle qui sont en train d'être collectés par un grand groupe de recherche sur ces questions-là. Oui, il y a énormément de choses, mais je compare beaucoup avec la situation qu'il peut y avoir en Espagne ou qu'il pouvait y avoir en Espagne il y a 20 ans, ou même maintenant. Les vrais riches dans cette affaire, c'est les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Les nations qui s'estiment inventrices de l'histoire de la photographie et qui l'ont construite parce que c'est un patrimoine national en France ou en Angleterre. L'histoire photographique de l'Espagne au 19e siècle, on n'y est pas encore tout à fait. Et les fonds sont très dispersés. C'est typique aussi de ce qui se passe en Amérique latine. Les fonds sont extrêmement atomisés. Ils sont là, mais il n'y a pas de grande histoire reliant tout ça. C'est un travail qui a été fait au 19e en France, qui a enfin émergé au début du 20e. Donc quand même, ça demande du temps et la discipline est encore jeune. Mais tout est là, mais quand on veut naviguer pour savoir comment telle image a voyagé de là à là, c'est très compliqué. Parce qu'il manque un travail généralisateur. Motivez-vous. Sur les pas d'Hercule Florence.
Oui, en se disant que pour le coup, ces nouveaux lieux géographiques, etc., bénéficieront des avancées qu'il y a eu dans l'histoire de la photographie, qui s'est construite, déconstruite, reconstruite, déconstruite. Bon, donc c'est vrai que profite de tout ça aussi, de toute cette historiographie de l'histoire de la photographie. Et donc, ça permettra peut-être d'aller plus vite aussi, des choses. Outre les effets du numérique. Outre le fait que, voilà, mais c'est vrai que, voilà, ça. On sent bien que c'est le week-end demain. Demain, non, c'est le défilé. Alors peut-être qu'on pourrait passer à la question des thèmes. Alors les thèmes, quels sont les thèmes privilégiés de la photographie nord-américaine ou en Amérique du Nord, qui se vend en Amérique du Nord aujourd'hui, et de celle qui se fait ou se vend ou ne se vend pas en Amérique du Sud aujourd'hui? Dans le documentaire. Dans le documentaire. Là, ce qui est très net, enfin, quand on regarde ce que font les... Enfin, il y a deux types de documentaires. Hein. Il y a un tout petit documentaire, une toute petite série de thèmes qui sont des thèmes, pas forcément sur, je cite, les choses qui vont mal. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de travaux sur je dirais des familles, des notions de vie de famille, enfin, etc. Des choses bon, tout à fait classiques, les jeunes femmes en devenir, bon, etc. Bon, chose tout à fait human interest. Et puis, il y a toute la... Il y a l'énorme quantité de documentaires qui, alors là, est en pleine la crise des opiacés, par exemple. Là, vous avez tout ce que vous voulez en termes de documentaires en ce moment sur telle famille, bon, qui est tout ce que l'on peut connaître de marginalité, etc. Et puis les migrants et comme beaucoup, les États-Unis étant un pays occidental, l'Occident se projette sur le monde entier, et vous avez toutes sortes d'activités qui sont en plus d'activités documentaires couplées à des activités humanitaires. Il y a eu cette énorme exposition que moi j'ai vue. C'est assez drôle parce que moi je l'ai vu au Bronx Documentary Center avec des photos comme ça, grandes comme ça. Elles étaient, moi j'ai pas vu à la Grande Arche, elles étaient apparemment extrêmement grandes. C'est Stéphanie Sinclair qui a fait cette exposition. Donc Stéphanie Sinclair qui est de l'agence 7, donc qui est une agence qui s'est fondée sur la photo de guerre, sur Too Young to Wed, donc trop jeune pour être marié, sur le mariage des enfants. Des enfants ou des ados, pré-ados. Voilà. Donc, avec un site, elle a créé une association justement pour aider les jeunes femmes à faire des études, etc. Travail humanitaire. Et alors tout ce côté investigation de ce que l'on a appelé le tiers-monde à un moment, ou le monde en développement, ou tout ce qui est autour de la guerre, les Américains se projettent, les jeunes et moins jeunes photographes américains se projettent et produisent une très très grande quantité de travaux. Pensez à Lindsay Addario, par exemple, photographe de guerre, mais qui travaille aussi beaucoup sur les questions de maternité dans les pays en guerre ou ayant... voilà. La frontière mexicaine, qui est l'endroit le plus dangereux du monde, presque plus dangereux que la Syrie, enfin c'est difficile, plus dangereux que la Syrie, mais qui est une zone de guerre, hein, dans laquelle, effectivement... Les femmes disparaissent. Il n'y a pas que les femmes. Enfin, je veux dire, c'est n'importe... Enfin, je veux dire, c'est... Les photographes, quand on parle, ils ont plus peur d'aller là que d'aller en Libye. Hein.
Donc c'est vraiment voilà. Alors ça là il y a, voilà, je sais pas, c'est pas ça couvre les choses en ce moment qu'on trouve qui sortent, enfin, bon, qu'on trouve en grande quantité, quoi. Mais et pour répondre à la question, en parlant à côté, dans le numéro d'IDEAS, vous parlez des photos de Detroit, des ruines de Detroit. C'est peut-être une spécificité de la photographie non américaine, d'aller photographier les ruines des États-Unis. C'est la chute de l'empire, les invasions barbares, c'est un peu la chute. C'est un peu ça, c'est la fascination. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que Vergara soit chilien et qui lui travaille sur Détroit et sur sa renaissance et puis tout le contexte de paupérisation américaine, mais dans le dynamisme. Camilo José Vergara n'a pas du tout une vision misérabiliste, alors que Yves Marchand, Romain Meffre et tous les gens de l'urbex, et ce que l'on peut vraiment appeler du ruin porn dans la photographie, se sont jetés comme sur un cadavre sur l'Amérique. Et c'est pas forcément des photographes, ou c'est pas du tout des photographes états-uniens. Français. Beaucoup de Français vont se repaître sur le cadavre avec délice et joie. Mais la Nouvelle-Orléans après Katrina a été un terrain de jeu pour une certaine photographie ruiniste, pas forcément états-unienne. C'est vrai. Non, je souscris totalement à ce propos. Il faudrait qu'on fasse un recensement pour savoir. Même si les ruines sont un sujet photographique universel et fascinant. Ouais. Universel, mais c'est comme si la ruine. Oui, je pensais à la dernière ruine américaine tournée par un Américain, c'était que j'ai vu, dont j'ai conscience, c'est dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. C'était le cadavre pourrissant à ciel ouvert d'une ville non dite, mais qui ressemblait très fortement à Détroit, et qui, à mes yeux, était peut-être la seule fois où la ruine nord-américaine était esthétisée par quelqu'un du cru. La ruine contemporaine, très contemporaine. Ouais. Alors, enfin, il y a aussi des films éco-catastrophiques. Oui, mais ça, c'est le film. Oui, c'est film. Non, ça, c'est de la fiction. Mais les vampires de alors, l'écologie, bien sûr, je n'ai pas cité l'écologie, mais l'écologie, évidemment, je veux dire, je vais presque être un peu ironique, mais je veux dire, effectivement, qui n'y va pas de son problème écologique. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas un problème. Enfin, regardez la une du Monde aujourd'hui, enfin hier, mais voilà, je crois qu'il y a des sujets qui. Puis il faut voir que les sujets, c'est un peu aussi. Il faut vendre des portfolios aux magazines et oui, et le fracking, bon, ça peut intéresser. Donc South fait quoi South est commandité par le New York Times pour faire quelque chose sur le fracking. Bon, voilà. Et donc tout le monde va dire ah ben tiens, comme les journalistes se copient entre eux, bah tiens, il faut qu'on fasse quelque chose sur le fracking. Donc après on va avoir quelqu'un d'un peu moins cher que South, puis d'un peu moins cher que celui qui était moins cher que South, etc. Et finalement on va vendre des portfolios. Enfin, c'est ça aussi, il faut vivre. Hein. Et par contre, vous verrez quelque chose sur la communauté des skateurs transgenres dans les Hauts de Lima. Et c'est pour ça que je souffle quand je vois le mot documentaire, parce que je me dis non, pas encore, quoi. Et c'est fou parce que la recherche du sujet est peut-être devenue un peu difficile. Comme quand on a un peu conscience photographique, on se rend compte qu'on ne peut pas objectiver les gens comme ça, qu'on ne peut pas les photographier des Indiens à plumes. Donc du coup on cherche, et parfois ce sont des gens qui n'ont pas forcément une formation journalistique, qui ont du mal à construire un sujet, et du coup ça s'effiloche un peu. Et visuellement et politiquement, ça ne prend pas forcément, et du coup ça devient gadget, à mes yeux. Ça pour le coup c'est de la vie personnelle, mais ça se gadgetise vite, quoi. Des amis photographes qui disent non mais ça c'est fait, ils cochent, non mais ça c'est fait, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Commencer à croiser des sujets de l'écologie avec la décolonisation, avec le genre, et à la fin ça donne un truc, on comprend plus rien. Mais en même temps il peut y avoir des choses très fortes aussi, dans des sujets de niche microscopiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre patience.